Merci. Et merci de m'accueillir sur cette plateforme. Je pense que de nombreuses discussions importantes ont lieu aujourd'hui. En fait, mon expérience a été la suivante. J'ai été engagé en tant que prestataire de services de sécurité indépendant pour UG Solutions, qui est un sous-traitant dans le cadre d'un contrat plus large appelé Safe Reach Solution, qui est le mécanisme contractuel à but lucratif de ce que beaucoup connaissent sous le nom de Gaza Humanitarian Foundation. La Fondation humanitaire pour Gaza est en quelque sorte l'organisation mère, mais les organisations et les entreprises qui mettent réellement en œuvre cette aide et cette assistance humanitaire à Gaza sont les entreprises contractuelles à but lucratif. Elles sont là pour faire de l'argent. Donc, j'ai parlé de ce que j'ai vu en matière de crimes de guerre sur de nombreux forums. Je reçois beaucoup de critiques de la part de personnes qui me disent « Ce que tu décris n'est pas des crimes de guerre. » Eh bien, ce que j'ai décrit est exactement un crime de guerre. Je ne dis pas que c'est un crime de guerre simplement parce que c'est aux infos et qu'on voit quelqu'un décapiter quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose de grotesque. Mais ce sont bien des crimes de guerre. Je les qualifie de crimes de guerre sur la base de ce qui est prescrit et dirigé par le droit international humanitaire, qui a été codifié dans les protocoles de la Convention de Genève, puis dans les lois sur les conflits armés. Et les États-Unis et Israël sont signataires de ces textes. Je tiens à rappeler tout le monde qu'Israël est également signataire de ces textes. Alors, y a-t-il une menace à Gaza? La menace du Hamas, la menace d'un ennemi? Absolument, il y a. Je ne l'ai jamais nié ni minimisé. Cependant, il y a aussi une très importante population civile non armée qui meurt de faim. Elle est au bord de la famine, si ce n'est déjà le cas. C'est un fait. Et quiconque affirme qu'il n'y a pas de famine massive, c'est un fait. Et tous les gens qui affirment qu'il n'y a pas de famine massive ou qu'il n'y a pas de personnes qui meurent de faim à Gaza, c'est un des propos irresponsables qui doivent être condamnés. Il y a les famines. Des crimes de guerre sont commis lorsque des soldats des forces de défense israéliennes et des sous-traitants américains d'UG Solutions, qui, je le rappelle, sont dans le pays avec des visas touristiques, tirent sur la foule pour contrôler ses mouvements ou pour l'empêcher d'accéder à une certaine zone. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tirer à balles réelles sur une population non armée dans le but de la contrôler est un crime de guerre. Donc, tout ce que cela m'a montré après avoir été sur place, après avoir été sur le terrain à Gaza, c'est qu'il me semble qu'il y a un effort actif, une campagne active, si vous voulez, pour déshumaniser la population, pour qualifier l'ensemble de la population d'ennemis, puis pour la déshumaniser davantage, en la mettant dans une situation où elle est littéralement réduite à mendier de la nourriture. Nous avons mis en place des sites de distribution dans des zones où, pour y accéder, les Palestiniens doivent parcourir de nombreux kilomètres. Et lorsqu'ils arrivent, c'est la cohue. C'est une lutte pour la survie, si vous voulez, pour obtenir de la nourriture dans ces zones. Et cela déshumanise encore plus la population. Et je crains que, d'après les informations actuellement disponibles, la proposition de Benjamin Netanyahou de réoccuper ou d'occuper à nouveau l'ensemble de Gaza serve les intérêts des États-Unis. Nous sommes complices de cela. Ils utilisent des armes américaines, ils utilisent des bombes américaines. L'argent des contribuables va à une entité contractuelle américaine, un mécanisme contractuel américain qui rapporte de l'argent. L'argent des contribuables américains va à une entreprise qui gagne de l'argent en participant à ce déplacement forcé, si vous voulez, mettant les Palestiniens en danger. Et indépendamment de la politique, des croyances et des opinions, c'est un fait que les sites de distribution sécurisés où l'aide humanitaire est livrée et distribuée à Gaza
sont construits dans les zones d'engagement, des zones de combat actifs. C'est un fait. J'étais là, je les ai vus. Et cela, en soi, expose intrinsèquement la population civile à un grand danger. Ce seul fait devrait être condamné. Les États-Unis sont absolument complices de cela. Et si Israël occupe totalement Gaza, ce ne sera pas dans l'intérêt d'Israël, ni dans l'intérêt du monde entier. Tenter de vaincre militairement le Hamas, et c'est une entreprise vaine. Le Hamas ne sera pas vaincu militairement. Elle a été affaiblie sur le plan militaire, son leadership a été dévasté. L'heure est désormais à l'action politique et diplomatique, non pas aux moyens militaires. Nous avons tiré ces leçons en tant que pays. En Afghanistan, en Irak et dans le sud des Philippines. J'ai été déployé dans le sud des Philippines pour lutter contre le Fonds de libération islamique Moro. Nous sommes présents là-bas depuis les années 50, depuis l'époque du général Pershing. Et nous avons appris qu'une défaite militaire d'une organisation de cette nature ne mènera pas au succès. L'occupation totale de Gaza ne fera qu'entraîner beaucoup plus de morts parmi la population civile. Et elle va entraîner Israël dans un conflit sans fin. Elle va entraîner ses alliés dans son sillage, dont les États-Unis font partie. Je considère donc de cette question sous trois angles différents. Si les droits humanitaires, le droit humanitaire, les lois humanitaires, la Convention de Genève, les lois et les traités internationaux auxquels les États-Unis ont adhéré et que nous considérons comme nos voleurs, nous violons ces principes chaque jour à Gaza. C'est comme si c'est le chien qui fait, la queue qui fait bouger le chien et pas l'inverse, si vous voulez. Tout ce que notre allié nous dit de faire, plutôt que de nous opposer, et non pas nous opposer à notre allié, mais de tenir aux côtés de notre allié pour le tenir responsable de ce qui est juste. Car en fin de compte, cela ne fait que nuire gravement à la position et à la crédibilité d'Israël sur la scène internationale. Deuxièmement, l'aspect de la perception. Des citoyens américains se trouvent à Gaza, armés d'armes automatiques, de grenades assourdissantes, de fusils, de mitrailleuses, de gaz lacrymogènes, utilisés contre une population civile non armée, qui, rappelons-le, meurt de faim. Ils viennent sur ces sites pour obtenir de la nourriture. La population non armée ne vient pas sur ces sites pour manifester ou pour tenter de provoquer une attaque. Elle vient parce que nous l'invitons. Nous l'invitons à venir avec la nourriture dont on a besoin pour survivre. Et en retour, elle est traitée comme si elle était juste des animaux, comme si c'était sous-humain. Il y a donc l'aspect de la présence des États-Unis sur la scène internationale et de nos valeurs américaines. Et mon message, en diffusant la vérité sur ce que j'ai vu à Gaza, n'est pas, c'est pas juste de faire honte, de rabaisser, de critiquer ou de blâmer. C'est à la communauté internationale de le faire. Ma position dans cette affaire est de faire connaître la vérité afin que le peuple américain et le monde entier puissent avoir une évaluation honnête de ce qui se passe. Et je pense que tout le monde peut convenir qu'avec le niveau de secret qui règne à Gaza, aucune presse étrangère, aucune presse ne peut y rentrer. Aucune entité étrangère ni personne ne peut s'exprimer contre l'armée israélienne ou israélienne. Et quand je pense au secret, à la dissimulation de la vérité, au double langage et au discours du type « Oh, non, personne n'est abattu et personne ne meurt de faim ». Puis lorsque vous présentez de nombreuses preuves du contraire, le discours devient « D'accord, certaines peut-être personnes meurent de faim et certaines personnes sont abattues, mais le Hamas est mauvais ». Et vous créez des arguments fallacieux. Quand on pense au secret, aux arguments fallacieux qui détournent de la responsabilité. Et il y a d'autres pays dans le monde qui font ça. La Corée du Nord. Est-ce que c'est là la ligne que nous voulons suivre en termes d'engagement dans le monde et de manière de mener les conflits et les guerres? Je ne pense pas. Et le troisième élément que je regarde est Israël, un allié, et sa position dans le monde. S'il continue sur cette voie, il est évident
Désormais, pour le monde entier, qu'il y a des famines, il est évident pour le monde entier que cela semble systématique et que c'est fait intentionnellement. Si Israël ne change pas son approche et ne renonce pas à une invasion à grande échelle de Gaza, s'il continue sur cette voie, sur cette trajectoire, il ne fera que nuire à sa position sur la scène mondiale. Il perdra ses alliés et ses partisans et se mettra davantage en danger et s'isolera au point de ne plus bénéficier d'aucun soutien à l'avenir. Encore une fois, j'essaye toujours de prendre en compte tous les points de vue, l'opinion de chacun, les raisons qui poussent les gens à penser comme ils le font. Je n'ai pas perdu de proches ni de concitoyens le 7 octobre. Il serait donc injuste de ma part de dire voici comment un Israélien ou l'armée israélienne devrait se sentir, penser. Ce serait injuste de ma part de dire cela. Cependant, quelle que soit la justification d'une guerre, quelle que soit la justification des raisons qui poussent à agir une action contre un ennemi présumé, il y a des valeurs, des lignes directrices, des règles, des lois et des traités qui dictent et établissent de manière dont cela doit être fait. Celles-ci garantissent la responsabilité et la reddition des comptes dans notre monde. C'est ce que nous faisons depuis des centaines d'années. Et de ce que j'ai pu constater en me basant uniquement sur les faits tels qu'ils sont, des crimes de guerre sont commis à Gaza. Des crimes contre l'humanité sont commis à Gaza. Je ne sais pas si cela est fait intentionnellement ou simplement à cause de la dérive de la mission et du brouillard et des frictions de la guerre, mais j'invite le monde à enquêter et à examiner cela. Je l'ai dit et je le répète pour conclure. Un jour de rédemption, un jour de jugement, un jour de règlement des comptes approche. De plus en plus de personnes dans le monde prennent conscience de ce qui se passe à Gaza. Cela ne peut être ignoré. Des mois et des mois de « Oh, il n'y a pas de famine. Oh non, il n'y a pas de massacre. Les femmes et les enfants ne meurent pas. » Tout cela a été inventé. Cette rhétorique a été démasquée. Et le jour du jugement approche, alors que le monde commence à regarder la situation en face. C'est comme une boîte. Et lorsque cette boîte sera ouverte, quand on va l'ouvrir, en fait, et quand on va regarder à l'intérieur de ce que nous verrons sur ce qui s'est passé réellement, le monde exigera des comptes. C'est maintenant qu'il faut agir. Pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas après. C'est maintenant qu'il faut que les États-Unis se lèvent et demandent des comptes à leurs alliés. Parce que si nous ne le faisons pas, le monde entier nous tiendra pour responsables, au même titre qu'eux, au même titre qu'Israël. Et ce ne sera ni dans l'intérêt d'Israël, des États-Unis, et très franchement de personne dans le monde. Et le fait que nous le savons, que nous le voyons, il existe de nombreuses preuves qui ne proviennent pas simplement de moi, ni d'un seul Américain qui était sur place. Je vous raconte ces histoires non pas en tant que personne qui a lu le journal, ou un article qui s'est forgé une opinion sur le sujet. J'étais sur place, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai été un témoin direct. Mais au-delà de cela, si vous ne me croyez pas, les preuves incluent des soldats, des forces des soldats de l'armée israélienne, des soldats de l'IDF qui, la semaine dernière, sont manifestés pour confirmer bon nombre des choses que j'ai dites. Et je vous demande donc de regarder la vérité en face, d'évaluer honnêtement notre position actuelle dans le monde et de choisir la bonne voie. Car si nous ne le faisons pas, notre nation se retrouvera du mauvais côté de l'histoire. C'est quelque chose que je ne veux pas et je suis sûr que personne ici ne le souhaite. Oui, l'aspect déshumanisant est quelque chose que j'ai vu se reproduire à maintes reprises. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune lieutenant et que nous entrions en Irak, que le monde de la contre-insurrection, de la post-invasion, c'était nouveau pour les États-Unis, qui passaient d'une guerre conventionnelle à une guerre de type contre-insurrectionnel, impliquant un séjour prolongé dans ce pays.
Et c'était quelque chose auquel l'armée américaine n'était pas préparée. Je ne dis pas que les États-Unis n'avaient jamais connu cela hier auparavant, au Vietnam, aux Philippines, dans d'autres endroits, etc. Mais à cette échelle, en termes de transition d'une guerre conventionnelle vers une guerre contre-insurrectionnelle, où l'armée conventionnelle jouait un rôle, l'aspect déshumanisant des soldats, les noms et les qualificatifs que nous donnons à nos ennemis, ou simplement la population. Nous avons tous entendu ces propos horribles. Je vais les citer, mais pas parce que je les partage, mais parce qu'ils ont été prononcés en Irak. Nous les appelions les Raghets, des têtes enturbanées. Et aux Philippines, nous les appelions... On les appelait des rats ou des choses comme ça. Voilà, c'est la déshumanisation qui transparaît non seulement dans nos actes, mais aussi dans notre langage, dans la façon dont nous appelons les gens et dans ce que cela véhicule. Et il en va de même à Gaza. Le personnel d'UG Solutions sur le terrain, dont le responsable du contrat, soit dit en passant, est un officier supérieur de Infidels Motorcycle Club, qui revendique la chute de tous les Arabes et de tous les musulmans. C'est lui qui est responsable des contrats de sécurité. C'est lui qui porte un tatouage sur lequel est inscrit infidèle. Il appelle les Palestiniens les zombies. Il les appelle les têtes de merde. Il leur donne des noms horribles. Et tout cela fait partie de la déshumanisation. Vous ne les considérez pas comme des êtres humains. Vous les appelez par des noms qui les déshumanisent. Il est alors plus facile de ne pas les considérer comme des êtres humains. Ainsi, lorsqu'ils rampent par terre pour ramasser de la nourriture afin de survivre, ils sont à votre merci et vous détenez tout le pouvoir. C'est une autre étape de la déshumanisation lorsque vous mentez sur leur sort, lorsque vous mentez sur leur lutte. Oh, ils ne meurent pas de faim, ils vont bien. Ah ben, vous les déshumanisez encore plus. Et ce qui est vraiment triste et frappant pour moi, c'est que la déshumanisation ne vient pas seulement des personnes sans instruction et ignorantes. Cette déshumanisation vient de personnes comme l'ambassadeur Huckabee, qui dit qu'il n'y a pas de famine. Allons. Le peuple américain n'est pas totalement stupide, nous pouvons le voir, là, ce qui se passe. Ou alors, ce qui était frappant, c'est que l'ambassadeur Huckabee et M. Witkoff sont récemment allés visiter l'un des sites à Gaza. Et dans les extraits que j'ai vus, et qui ont été coupés par les médias des grands publics, on les entendait « Oh, l'armée israélienne ne tire pas sur les civils ». Pendant leur visite, juste à l'extérieur du site où ils étaient, on entendait des tirs de mitrailleuses sans arrêt. Ah ben là, il y a quelqu'un qui tire sur quelqu'un. Donc c'est mensonges éhontés face à la vérité qui... C'est vraiment préoccupant. Ce qui change, c'est que le peuple américain s'exprime et dit « Nous ne tolérons pas cela ». Mais oui, l'aspect de déshumanisation, oui, vous et moi, monsieur Ray, nous l'avons vu dans les conflits, nous l'avons vu dans divers endroits à travers le monde. C'est souvent une approche utilisée par un ennemi envers un autre pour déshumaniser la population, car cela rend alors plus acceptable de l'opprimer.